Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence organisée par Bio Nouvelle-Aquitaine et Agro 40. Je me présente rapidement, je suis Cédric Hervouet, conseiller technique en maraîchage bio pour Bio Nouvelle-Aquitaine et Agro 40 depuis 2017. Et avant ça, je travaillais déjà sur les questions de l'agronomie en agriculture biologique, essentiellement sur la culture spécialisée, dont les légumes. L'objectif de la visioconférence aujourd'hui, c'est vous présenter les résultats et les méthodes qu'on a mises en place au sein d'un GI2E qui visait à répondre à la question des leviers à mobiliser pour tendre vers une baisse du recours aux engrais organiques du commerce, qui sont des outils assez utilisés sur le territoire, et je le préciserai tout à l'heure. Avant de démarrer, ça me paraît important de préciser que ce projet, qui parle d'agronomie, est situé sur un contexte pédoclimatique particulier, à savoir on est dans le sud de la France, donc il fait globalement plus chaud que dans d'autres territoires au niveau national. Et on est également sur des typologies de sol qu'on peut qualifier de légères, voire très légères à intermédiaires. En tout cas, on n'a pas de sol très très lourd avec des très très forts taux d'argile qu'on peut retrouver dans d'autres terroirs. Et du coup, quand on parle d'agronomie, en fait, ces questions pédoclimatiques sont extrêmement importantes. Donc, l'idée de cette présentation, c'est on a mis en place une méthode qui nous a permis, dans nos contextes, d'avoir des résultats très intéressants pour atteindre cet objectif de réduction du recours aux engrais organiques du commerce. L'idée, c'est vraiment que autant la méthode peut peut-être alimenter des réflexions dans des contextes pédoclimatiques différents, autant les résultats présentés sont vraiment à contextualiser dans nos contextes et ne sont pas forcément duplicables dans d'autres territoires en lien avec les spécificités pédoclimatiques. Au niveau du programme de cette visioconférence, il va y avoir tout d'abord une phase d'introduction. Je vais vous présenter un petit peu la dynamique du projet qu'on a mis en place et surtout le contextualiser. Ça me paraît très très important. Et ensuite, je vais vous parler du coup du projet qu'on a mis en place, à la fois sur des aspects méthodologiques et également sur des aspects résultats qu'on a obtenus concrets, on va dire. Donc uniquement sur le volet agronomique aujourd'hui. C'est un sujet qui est très complexe, il y aurait beaucoup de choses à dire, pardon. Donc c'est quand même un sacré challenge de vouloir présenter ça en si peu de temps, mais je pense qu'on peut y arriver. Du coup, sur ces aspects un peu plus précis, je vais vous parler d'abord des synthèses des études de sol qu'on a conduit au sein du collectif. Ensuite, contrairement à ce qui est affiché dans le programme, je vais d'abord vous parler des essais et des suivis qu'on a fait sur les couverts végétaux, et ensuite vous parler des essais et suivis qu'on a pu mettre en place sur les programmes de fertilisation au sein des fermes de ce collectif. Et une fois que je vous aurai présenté ça, je vais aussi aborder les limites de ce projet, que je vais un petit peu détailler dans les phases d'avant, les perspectives qu'on peut avoir, et éventuellement ouvrir aussi sur d'autres sujets en lien avec la thématique d'aujourd'hui, mais qu'on n'a pas forcément traité dans le cadre de ce projet-là. Et pour terminer, il y aura une phase donc d'échange et de discussion qui va pas forcément être facile à gérer, mais on va voir comment on peut faire ça de façon constructive. Du coup, pour introduire un petit peu le sujet, alors l'agronomie, c'est une préoccupation importante au sein des maraîchers membres d'AgroBio 40. Quand je dis importante, c'est-à-dire que au quotidien, en fait, quand je travaille avec les maraîchers et maraîchères du réseau, presque tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, en fait, s'intéresse à ce qui se passe au niveau du sol et d'un point de vue agronomique, ce qui est très bien en agriculture biologique. Il y a un contexte également avec ces engrais organiques du commerce qui est très mouvant. Alors, je suis pas du tout le mieux placé pour en parler, mais je vous fais un petit retour sur les ressentis et les données qu'on peut avoir. Bon, déjà, il y a eu toute une phase d'évolution réglementaire assez récente avec un certain nombre de restrictions par rapport aux matières premières qui sont utilisables dans ces engrais. Il y a des prix qui augmentent chaque année. J'ai pas forcément de suivi très rigoureux de ça, mais c'est une constante et on parle pas d'augmentation de l'ordre de 2% par an. C'est bien plus important que ça. J'ai aussi cru comprendre via le retour de certains maraîchers qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont en réorganisation en lien avec ça et que globalement à l'échelle de la ferme, il peut y avoir des coûts qui sont variables, mais qui peuvent être parfois importants dans certains systèmes. Et là, pour donner de manière très concrète, si les coûts d'approvisionnement en engrais peuvent représenter, avec les chiffres que j'ai qui sont pas forcément représentatifs et sur un tout petit panel, mais
de l'ordre de 2 à 5% du chiffre d'affaires. Si on considère un revenu disponible de l'ordre de entre 20 et 30% du chiffre d'affaires, finalement, les cas les plus extrêmes, entre guillemets, si vous avez 5% de charges du chiffre d'affaires qui sont liés aux engrais organiques du commerce, si on travaille à réduire ça, potentiellement l'impact sur le revenu dispo peut être non négligeable. C'est pas vrai dans tous les systèmes, mais c'est intéressant de le mentionner. Et l'autre point important, c'est que sur le secteur des Landes, il y a un usage conséquent de ces produits-là pour plusieurs raisons. La principale, c'est il y a une certaine forme de manque de disponibilité de matières organiques de ferme sur le secteur, compatible avec le cahier des charges de l'agriculture biologique. Mais pas que. Je donne un autre exemple très précis, c'est si vous comparez si on réfléchit en termes d'apport d'éléments nutritifs, un engrais organique du commerce globalement va être 5 à 10 fois concentré, voire un peu plus que un fumier de ferme. Donc en termes de volume de matière à apporter, c'est un aspect non négligeable. Et voilà, ça fait partie d'une des raisons, mais il y en a d'autres, et je vais pas trop m'attarder là-dessus. Un autre élément important, c'est qu'il y a globalement un foisonnement de références et de travaux, d'outils disponibles sur l'agronomie, notamment à des niveaux plutôt scientifiques, mais également appliqués. Et là, si vous avez envie de gratter un peu ce sujet, je vous invite à vous rapprocher aller consulter un rapport du ministère de l'Agriculture qui est très facilement accessible sur Internet, qui date de 2016 et qui fait un petit peu un état des lieux des outils de la décision qui peuvent exister en lien avec la fertilisation azotée, qui est une part de l'agronomie, on ne peut pas se limiter à ça. Mais mon point de vue aujourd'hui, qui ne demande qu'à évoluer, c'est qu'il y a quand même un certain manque de données de terrain contextualisées en maraîchage biodiversifié dans les Landes. Et j'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre cette approche ou éventuellement amener des éléments que j'ai pas su identifier pour alimenter cette vision. Le dernier point à préciser en introduction, c'est que tout ce raisonnement et toute cette approche, elle se base sur des documents techniques et des productions scientifiques qui sont très nombreuses. Donc là, je vous ai mis un peu une liste à l'après-vert des documents qui ont servi de base en fait à l'approche que je vais détailler plus tard. Donc là-dedans, c'est bien sûr pas exhaustif. J'ai pas la prétention de dire que j'ai pu consulter tous les documents qui existent sur ce sujet, mais globalement, on s'est basé sur des productions du réseau FNAB, donc la Fédération nationale de l'agriculture biologique, les productions du CTIFL, Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, avec la base de données Azopro notamment, que je reparlerai plus tard. Quelques ressources issues d'une station d'expérimentation bretonne qui s'appelait la SECL, qui maintenant s'appelle Terre d'Essai, les productions de l'Institut technique de l'agriculture biologique, du groupement de recherche d'agriculture biologique à Avignon, de la Sérail, notamment avec les grilles Zénith dont je vous parlerai plus tard. Le R, ça veut dire copyright, mais j'ai pas su mettre le petit logo qui va bien. Également le guide de fertilisation maraîchage bio du GAP 44 et des productions du réseau blé, donc le CIVAM Bio Basque en deux mots. J'ai également mentionné un article que j'ai trouvé très intéressant qui se cantonne pas à l'agriculture biologique, mais qui faisait un état des lieux de la fertilisation des cultures légumières en France, qui a été publié en novembre 2021. Donc en fait à mi-chemin de notre projet, mais la consultation de ce document nous a renforcé dans l'idée qu'on allait dans la bonne direction. Et je me suis également basé sur quelques documents plutôt réglementaires, à savoir les arrêtés du groupe du GREN Nouvelle-Aquitaine, qui, si j'ai bien compris, est un groupe qui travaille sur la question de la directive nitrate et des règles en zone vulnérable. Ensuite, si je vous parle un petit peu de la dynamique du projet dans sa globalité, donc en fait, en amont de lancer ce GI2E, il y a tout un historique d'action collective, avec notamment un groupe d'échange local qui a été structuré sur des questions logistiques, c'est-à-dire c'était un groupe de fermes qui travaillaient ensemble et qui étaient à proximité les unes des autres. Cette question géographique sur le maraîchage biodiversifié a son importance. Et également une forme d'accompagnement individuel pour ces fermes-là, pas que, mais qui pour moi a été un prérequis en fait à la construction de ce projet, où du coup ces approches-là et cet historique a permis en fait une identification d'adéquation entre les objectifs des professionnels et les objectifs du dispositif GI2E qui est financé par la région.
où là on avait du coup un fil rouge qui consistait à travailler sur l'autonomie d'intrants, notamment les engrais organiques du commerce, mais pas que. Du coup, cette approche a permis de structurer le projet GI2E selon 4 actions. La première, donc, c'était travailler à la réduction, si possible, du recours aux engrais organiques du commerce, pour les raisons précitées en introduction. La réduction, si possible, du recours aux cuivres et insecticides généralistes, ça a été un petit volet. Je prends une minute pour en parler, mais je vais pas aller plus loin. En gros, on met un essai en place par an sur tout ce qui est préparation naturelle peu préoccupante en alternative au cuivre. Et on a un petit peu travaillé la biodiversité fonctionnelle par rapport à l'usage des insecticides, mais en fait, ça n'a pas été le gros du travail de ce projet. Le troisième axe, c'était expérimenter en conditions de production, donc directement sur les fermes, pour essayer de répondre aux 2 premières actions, entre guillemets. Et après, il y a une 4e action qui consiste à mutualiser, capitaliser, diffuser et valoriser les travaux qu'on a pu structurer dans ce projet. Et typiquement, la visioconférence d'aujourd'hui rentre complètement dans cette action-là. Du coup, ce projet était d'abord structuré au service du collectif, partie prenante du GI2E, mais on a aussi en tête l'idée de travailler des sujets qui sont identifiés comme importants à une échelle plus grande que notre petit réseau local, on va dire. Et là-dessus, donc, on s'est basé sur les différents dispositifs qui s'intéressent à ces questions au niveau de notre réseau local AgroBio 40, au niveau du réseau régional Bio-Nouvelle-Aquitaine, au niveau du réseau FNAB. On retrouve aussi ces questions-là dans la feuille de route régionale agroécologique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et également au niveau de l'interprofession des fruits et légumes, donc pas uniquement biologiques, mais ça fait aussi partie, si je me trompe pas, en tout cas c'était vrai il y a quelques années, des sujets qui sont relativement importants. Dans ce cadre de ce projet, il y avait aussi des partenariats à structurer. J'ai laissé à structurer parce que dans les faits, c'est un projet qui est assez interne en fait. Je vais le préciser tout à l'heure. On a quand même pu structurer un partenariat donc avec l'ACPE, l'association Charente-Poitou d'expérimentation légumière en tant que station de recherche et développement régionale. C'est pas la seule, mais elle en fait partie. Et également le CFPPA et le BPEA de Werleuil sur l'aspect valorisation. Et globalement, tous les ans, je présente cette démarche-là aux étudiants. Concrètement, ça a permis du coup d'avoir des financements plutôt casse-d'art via les GI2E qui ont été mobilisables sur de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif, de l'expérimentation en conditions de production, qui est très très différent des expérimentations qu'on peut retrouver en station de recherche et développement. Vous comprendrez plus tard. Et également du coup des actions de valorisation et de diffusion. Et également une spécificité du projet, c'est qu'il y a un pilotage opérationnel pour et par les paysans du collectif. Donc comme je vous disais, c'est un projet assez interne. Et sur la multiplicité des sujets intéressants à développer, on a une phase d'un équivalent de comité de pilotage en hiver où on y réfléchit collectivement avec les fermes de ce groupe-là pour dire ok, il y a plein de choses intéressantes à faire, qu'est-ce qu'on fait en priorité. Voilà, donc c'est le côté comité de pilotage composé essentiellement d'agriculteurs et de moi-même du coup. Au niveau de la contextualisation, donc il y a une évolution du marché des engrais organiques du commerce et l'utilisation de ces outils que j'ai précisé en introduction, je ne vais pas y revenir. Pour préciser un petit peu le collectif membre, enfin les typologies de fermes membres du collectif de GI2E, qui donc du coup est composé de 8 fermes au jour actuel. À l'heure actuelle, en début de projet, il y en avait que 5, mais le groupe s'est étoffé à partir de 2020. Et là, j'ai mis une petite référence au groupement Bio de PACA qui a fait des publications très intéressantes sur la question de la typologie en légumes bio, puisque aujourd'hui, le légume bio en tant que tel, si on précise pas quelle typologie de production il y a derrière, c'est très imprécis. Donc si ces questions vous intéressent, je vous invite à vous rapprocher de Bio de PACA. Et bon là, je cite cet exemple-là, mais il y a plein de structures qui ont fait des travaux très intéressants sur ces questions. Pour définir du coup un petit peu rapidement le groupe avec lequel on a mis en place ce travail-là, donc c'est un
Groupe qui est essentiellement composé de maraîchers en vente directe et circuit court essentiellement, même s'il y a d'autres débouchés qui peuvent être présents ponctuellement ou de manière plus importante. Globalement, on parle de fermes qui cultivent 1 à 2 hectares de légumes. Là, je vous parle des surfaces de planches plus passe-pied. Donc, sur des surfaces agricoles utiles de 2 à 6 hectares. Et en termes de temps de travail, on va dire, il y a 1 à 2 associés sur les fermes, complémentés par un demi ou 1,5 ETP en plus à l'année. Pour moi, il y a des nombreuses questions système qui se posent par rapport à ces données-là, parce qu'en fait, on est à la frontière de systèmes qui pourraient s'appeler micro-fermes, entre guillemets, de typologie à plus grande échelle. Et voilà, je ne vais pas trop détailler cet aspect-là, même si on y travaille en parallèle. Globalement, on est aussi sur des maraîchers et maraîchères qui ont de l'expérience, c'est-à-dire on n'est pas sur des jeunes fermes. Au sein du collectif, en fait, il y a 4 ou 17 ans de maraîchage bio en amont de l'entrée dans le projet. Et ça, je pense que c'est important de le préciser pour 2 raisons, parce que ça, en fait, ça sous-entend plusieurs choses. La première, c'est typiquement, il y a une certaine maîtrise de l'irrigation. On est sur des sols qui sont en bio depuis quelques temps, donc a priori plutôt bien nourris. Et vous allez voir que dans tous les essais qu'on a mis en place, il y a une phase d'évaluation des résultats qui est assez subjective, dans le sens où on n'a pas eu le temps de faire des notations très précises à tous les niveaux. Et c'est là où le côté expérience est important. Et après, également, il y a une affinité pour les questionnements éthiques et une recherche d'équilibre global, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans des dynamiques de vouloir produire au maximum et y mettre tous les moyens techniques possibles pour arriver à ce maximum potentiel. Mais on est plutôt dans une phase d'équilibre global, avec une certaine recherche d'autonomie, sans vouloir rentrer dans des extrêmes qu'on pourrait qualifier d'approche d'autarcie, entre guillemets. On n'est pas du tout sur ces approches-là. Et après, je me permets de préciser aussi que ces tendances et postulats collectifs devraient être nuancés au cas par cas, puisque si on prend chaque ferme individuellement, tous ces éléments-là mériteraient d'être un petit peu précisés. Après, il y a aussi une représentativité intéressante via une répartition des fermes du collectif sur les grandes catégories des sols landais. Alors, je pense que je suis pas bien placé pour parler des catégories des sols landais. Par contre, au sein de notre réseau, en tout cas, et des plusieurs dizaines de maraîchers avec qui je travaille, les sols des fermes du collectif sont assez représentatifs des autres sols qu'il peut y avoir sur les fermes maraîchères, membres d'AgroBio 40. Je vous en parlerai un peu plus en détail juste après. Ce qui est important à préciser aussi, c'est qu'il y a une diversité culturelle d'assolements, d'outils, de matériel et de pratiques qui impliquent souvent des compromis qui sont liés à cet aspect maraîchage très diversifié. Je l'ai pas précisé, mais on parle en moyenne autour de 30 espèces cultivées différentes, voire 40. Voilà, ça reste du maraîchage très diversifié. Et que globalement, il y a des programmes de fertilisation qui sont plutôt simplifiés et harmonisé par souci d'efficience et de sécurisation. Quand je dis sécurisation, c'est-à-dire un petit peu plutôt une tendance aux fourchettes hautes, on va dire. Mais c'est de ce que j'ai cru comprendre de l'article de l'info CTFL que j'ai cité plus tôt, c'est un constat qui serait plutôt généralisé en France, et il faut probablement le nuancer. Mais c'était important de le dire. Et que en pratique, qu'est-ce que ça signifie que globalement, dans les stratégies de fertilisation, il y a une approche plutôt simple mais efficiente, qui fonctionne, de dire on amène avant chaque culture des apports de matière organique qui correspondent globalement aux besoins des cultures, parfois minorés en fonction de la fertilité du sol, on va dire. Je détaillerai tout ça après. C'est aussi important, je pense, de préciser qu'on est dans un bassin de production sans historique conséquent en maraîchage bio, ce qui peut être le cas dans d'autres territoires. Après, dans les Landes, il y a quand même un historique de légumes pas forcément bio, plutôt légumes plein champ, on va dire. Mais en tout cas, il y a pas cet historique maraîchage bio diversifié comme il peut y avoir dans d'autres systèmes. Ça sous-entend derrière que localement, je pense qu'il y a beaucoup moins de production et d'études qui ont été faites sur ces systèmes, contrairement à d'autres territoires que j'ai cités un peu plus tôt, où là, il y a un foisonnement justement de travaux très appliqués et territorialisés.
ce qui ne me semble pas être le cas dans les Landes. Après, ce qui est intéressant à préciser aussi, c'est il y a eu plusieurs observations de terrain qui sous-entendaient des excès azotés, donc notamment sur des pressions de pucerons très importantes. Alors les pucerons, ils sont pas là que parce que potentiellement il y a des excès de fertilisation. Cependant, là, je vous cite un petit projet qui s'appelle Reguleg, qui a montré parmi d'autres projets que cet aspect nutrition azotée est en lien fort avec la question des pressions de pucerons. Mais c'est pas les seuls enjeux par rapport aux excès de fertilisation. Je vais vous donner d'autres exemples rapidement. Il y a pas mal de productions qui ont montré que des fertilisations azotées excessives peuvent pénaliser par exemple les potentiels de conservation. Il y a aussi des risques environnementaux par rapport au lessivage des nitrates qui sont en lien avec les zones vulnérables. Et voilà, c'est quelques exemples, mais on pourrait développer ça beaucoup plus. Et globalement, il y a aussi une forme de carence d'accompagnement indépendant sur le territoire, dans le sens où aujourd'hui, jusqu'à il y a pas longtemps, pardon, les programmes de fertilisation étaient faits par entre guillemets les structures qui vendent aussi les intrants. Donc que ce soit très clair, pour moi ce travail est de grande qualité. Mais il y a quand même une différence importante, c'est que moi je vends pas d'engrais, quoi. Donc voilà, c'est un point important à préciser. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la méthodologie. Donc, quel levier activer pour tendre vers une diminution du recours aux EOC? Donc, c'est une grande question qui est loin d'être simple, où comme je disais, j'ai pas la vocation à répondre à cette question de manière absolue. Par contre, je vais essayer de vous présenter cette démarche. Donc, en premier lieu, il y a tout ce qui est lié aux bonnes pratiques agricoles, l'agriculture biologique, l'activité biologique, donc avec des facteurs très importants tels que température, humidité, de l'air, de l'air dans le sens des conditions aérobie, la maîtrise de l'acidité et un certain nombre de choses par rapport aux nutriments. Donc ça, ce sont vraiment les prérequis. Quand je parlais de maraîcher d'expérience aussi, c'était aussi important de dire que ce sont des aspects qui sont en partie maîtrisés déjà en amont du travail que je vais vous présenter, parce que c'est vraiment il faut que ça fonctionne à peu près avant de rentrer dans les démarches que je vais vous présenter, puisque ce sont vraiment les prérequis avant d'aller dans le niveau de détail que je vais détailler ensuite. En second lieu, je pensais important de mentionner qu'il y avait un aspect de spécificité des pratiques, c'est-à-dire que des fois, en fonction des systèmes et des cultures, il va y avoir des apports d'engrais organiques du commerce à la planche ou en plein. Donc ça, tout dépend vraiment des fermes, mais ça va avoir un impact sur les différents calculs qui peuvent se faire. Et globalement, il y a aussi plein de questions qui se posent sur l'enfouissement de ces matières organiques-là, parce que, en gros, une matière organique non enfouie a priori plus de chances d'avoir des pertes d'azote par dégazage, entre guillemets, avec la volatilisation, par exemple, ou la dénitrification. Voilà, c'est important de le mentionner. Ensuite, du coup, on peut se poser la question de quels paramètres prendre en compte. Donc nous, on a eu une clé d'entrée azote principalement. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, on a massivement utilisé un outil qui s'appelle le nitrate test. Donc en gros, ça nous permet de doser les nitrates dans le sol à un instant T. C'est vraiment une photo, c'est des choses qui sont très dynamiques. Mais c'est un outil qui, à l'utilisation, coûte vraiment pas cher et qui fournit des données quand même intéressantes qui permettent d'alimenter la réflexion. J'ai précisé clé d'entrée azote parce que après, dans la réflexion qui doit être nécessairement globale quand on parle d'agronomie, on travaille beaucoup sur l'azote, mais ça n'empêche pas de ne pas perdre de vue l'ensemble des autres paramètres à prendre en compte. Donc il y a ce que je viens de dire sur l'activité biologique, les prérequis nécessaires à l'activité biologique, mais on regarde aussi un peu moins précisément ce qui se passe au niveau du phosphore, de la potasse, du calcium, du magnésium, enfin des macro et micronutriments. Du coup, quand on parle de ça, il y a vraiment l'aspect en amont du besoin des légumes. Donc on a commencé par faire une petite synthèse des données existantes, éventuellement en apportant certaines précisions. Pour moi, ce serait un sujet à part entière à préciser, que je vais pas forcément plus détailler aujourd'hui. Mais dans ma perception actuelle des choses, qui ne demande encore une fois qu'à être amendée, c'est que à ce jour, j'ai un peu le sentiment que
on travaille sur les besoins des légumes avec parfois des références qui peuvent être très anciennes, notamment produites par le CTIFL dans une monographie à ce sujet qui date de 1981, si je me trompe pas. Je sais aussi que ces données-là ont pu être réactualisées via les travaux de certains collègues. Il y a aussi parfois des données qui sont manquantes ou que j'ai pas réussi à trouver, notamment sur des cultures très mineures, voire imprécises des fois, où on parle de besoins sans forcément le relier à un objectif de production. Il y aurait tout un sujet à discuter sur la potasse, selon moi, et surtout la question de la temporalisation de ces besoins des cultures, qui est très importante et dont je vais vous parler un peu plus tard. Bon voilà, c'était quelques éléments qui sont pas du tout exhaustifs, mais qui permettent de préciser un peu ce qu'on entend derrière besoin des légumes. Ensuite, on s'est beaucoup plus attardé sur tout ce qui est lié à la fourniture des sols, donc notamment la minéralisation des matières organiques du sol qui, via l'activité biologique qui permet de remettre des éléments absorbables et disponibles pour les plantes cultivées. On va aussi beaucoup s'intéresser à la fourniture du précédent, soit des cultures maraîchères, soit des couverts végétaux. Alors plutôt des couverts végétaux dans le projet, c'est vraiment ça qu'on a détaillé. Et on a aussi beaucoup développé la question de la cinétique de minéralisation des engrais organiques du commerce et ou des matières organiques utilisées, sur une approche qui sous-entend de rechercher quelque part une adéquation entre la minéralisation de ces matières organiques et les cinétiques d'absorption par les plantes cultivées qui peuvent être variables en fonction des espèces, du stade notamment. Ensuite, on a fortement mobilisé donc l'outil NitraCheck, comme je disais tout à l'heure, qui permet en fait de faire beaucoup de reliquats ponctuels qu'on a quasiment systématisés en pré-plantation sur les cultures suivées, ou parfois réguliers dans quelques essais qu'on a mis en place. Et pour finir, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'eau d'irrigation. Donc concrètement, l'eau d'irrigation utilisée par les fermes du projet, il y a des eaux d'irrigation qui sont sans nitrates et d'autres qui sont avec des concentrations de nitrates non négligeables, notamment en zone vulnérable. Et juste pour info, quand on a une eau d'irrigation qui a 100 ppm de nitrates, donc en zone vulnérable, on a des taux qui peuvent être autour de 80 ppm dans ce que j'ai pu mesurer ou de la documentation que j'ai pu avoir accès. Donc 300 mm à 100 ppm, ça représente 70 unités d'azote à l'hectare, il manque l'hectare. Donc c'est non négligeable et pas toujours pris en compte, et ça fait partie d'un des leviers à activer pour tendre vers une réduction des engrais organiques du commerce. Alors du coup, si vous êtes un peu familier de la méthode du bilan et des plans prévisionnels de fumure, en fait ces éléments-là, ils sont largement utilisés dans d'autres filières. En maraîchage bio, c'est un peu particulier dans le sens où comment dire, il y a la question du plan prévisionnel de fumure se fait pas en prenant tous ces paramètres-là en compte, c'est plutôt il y a des réflexions avec des doses plafond en fait, c'est un petit peu différent, mais je vais pas trop détailler non plus. Du coup, cette approche-là, évidemment, elle prend pas en compte l'ensemble des flux et des paramètres pertinents quand on parle de l'azote. Donc, par exemple, les flux de dénitrification, de volatilisation, la réorganisation par l'activité biologique. Je vous présente rapidement un schéma que j'ai récupéré du coup dans cet article du CTIFL, qui est pas particulièrement adapté à l'agriculture biologique parce que vous voyez que il y a des flux qui concernent les engrais minéraux qu'on n'utilise pas en agriculture bio. Mais par contre, je trouve ça intéressant parce que ça met vraiment en valeur la complexité du cycle de l'azote et le fait que nous, on s'intéresse aux nitrates plus précisément, mais que c'est qu'une vision très partielle de ce qui se passe en réalité. Donc justement, pour alimenter cette démarche, c'est que on a globalement un degré de précision qui va être plutôt faible et on travaille beaucoup sur des tendances ou des ordres de grandeur. Donc je vais vous présenter beaucoup de chiffres. Ces chiffres-là sont à prendre avec beaucoup de pincettes, de précautions et à ne pas sortir des contextes dans lesquels ils ont été mesurés. Du coup, je voulais commencer par vous parler un peu de la fourniture de sol. Donc la première question, c'est quelle typologie de sol on peut avoir dans les Landes. Alors évidemment, ce que je vais vous dire, c'est à nuancer. Je suis ni pédologue ni géologue, mais par contre, en tant qu'agronome, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe dans les sols. Donc globalement, on a des sols très sableux dans les Landes qui sont assez particuliers
dans le sens où c'est pas des sols qu'on retrouve. Enfin, c'est des sols qui sont mineurs à l'échelle nationale, si j'ai bien compris. Donc, en Landes de Gascogne, ça déborde sur les Landes, la Gironde, le 47, un petit peu. Sortis de ce territoire-là, ce sont vraiment des sols très spécifiques, donc qui vont de sable blanc à des sables noirs. Il y a une hétérogénéité qui est très très forte, qui peut être très très forte en intraparcellaire. Là, je vous ai mis quelques photos de fosses pédologiques ou de petits profils qui ont été réalisés juste pour vous montrer la diversité, et y compris d'ailleurs les horizons profonds qui peuvent être très variables. Ensuite, on a une autre typologie de sol qu'on pourrait qualifier de sablo-limoneux au niveau textural. Donc, c'est des sols qu'on retrouve soit sur les vallées de l'Adour, l'ancienne vallée de l'Adour, ou également sur des terrasses. Je vous ai mis la photo à droite qui est assez intéressante. Ça, c'est un sol qui est sur la vallée de l'Adour, du coup, et en fait, on voit bien en sous-couche l'horizon profond qui est en fait un horizon de gravier. Et voilà, on a des sols sablo-limoneux qui n'ont pas forcément cet horizon profond. Je détaillerai pourquoi j'en parle juste après. Et pour finir, on a une autre typologie de sol qui peut se classifier sous forme de limon franc ou de limon sablo-argileux, des terrasses et ou coteaux. Un petit profil aussi à gauche et à droite. En fait, je vous ai récapitulé les classes texturales de tous les sols qu'on a dans ce GI2E. Et donc voilà, globalement, on a des sols très très sableux qui correspondent à la première catégorie, des sols sablo-limoneux et des sols plutôt vraiment limoneux. Mais à part les limons et les limons sablo-argileux, on reste sur des sols qu'on pourrait qualifier d'assez légers entre guillemets. Je vais pas trop m'attarder plus que ça sur la question des horizons, des profils, des sous-couches, tout ça, mais ce sont des choses qui sont absolument fondamentales, notamment par rapport à la circulation de l'eau. Typiquement, si on a des sous-couches qui sont très perméables ou au contraire plutôt étanches, ça va avoir des impacts directs sur les flux d'eau dans les sols qui sont très importants, puisque si on manque d'eau, ça pousse pas bien, et s'il y a trop d'eau, il y a des risques d'asphyxie, voire d'autres risques qui peuvent être problématiques. Ce qui était important à préciser aussi, c'est qu'on a des profondeurs de couches arables relativement homogènes, qui peuvent être très variables. Globalement, on va avoir des sols qui vont avoir l'horizon superficiel homogène sur 30 cm et d'autres sur 60 ou 80 cm. On peut pas dire que ce soit homogène, mais en tout cas, on peut considérer que ce sont des sols profonds, ce qui est pas toujours le cas. Et ce qui va avoir un impact sur la fertilité globale. Du coup, quand on s'intéresse un peu plus précisément à la fourniture du sol, il existe plein d'outils d'estimation de la fourniture azotée des sols, mais qui sont a priori, enfin qui présentent leurs limites dans nos contextes. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un extrait du wiki Aurea qu'on peut trouver sur Internet. Et je vais vous parler un tout petit peu du coefficient K2, en fait, qui revient à travers un calcul estimer le potentiel de fourniture azotée d'un sol donné. Il y a eu une première version qui a été mise en place sur des sols dans le nord, sauf que la température a une conséquence majeure sur ces dynamiques de minéralisation et d'activité biologique. En fait, c'est une conséquence majeure sur l'activité biologique, donc la minéralisation. Il y a une formule qui a été proposée et adaptée en 2011 avec un facteur de température pour le sud. Ok. Sauf que j'ai cru comprendre que il y avait une limite de ces formules de calcul assez théoriques dans les sols qui sont très peu pourvus en argile, ce qui est le cas au moins des sols sableux que j'ai présentés tout à l'heure. Du coup, nous, on cherchait à répondre à cette question. Donc, vous allez le comprendre, moi, j'aime bien les données terrain, mesures de terrain, on va dire, et que au niveau de ce projet, on avait vraiment un besoin de données terrain utilisables sur tous les terroirs landais, y compris ces sols sableux qui sont très particuliers, qui n'ont pas ou peu d'argile, où du coup, ces modèles sortent de leur domaine de validité. Du coup, on a généralisé un test de laboratoire biologique de minéralisation de l'azote, plus un certain nombre d'analyses physico-chimiques, qui permettent d'estimer cette fourniture azotée par un sol donné. Je vous ai mis un petit exemple ici. Bon, nous, on a travaillé avec le laboratoire Aurea dans ce projet. Il y a aussi d'autres laboratoires qui font ces analyses-là. C'était juste pour vous donner un exemple des résultats qu'on peut avoir. Et au global, au niveau du collectif, du coup, ça a permis de montrer que on avait un potentiel de fourniture azotée des sols qui était très très variable, qui pouvait se situer entre
une trentaine d'unités d'azote par hectare et par an à 215 dans les sols les plus riches, entre guillemets. En sachant que les valeurs moyennes elles se situent en gros entre 70 unités d'azote et 120. Enfin, c'est une illustration pour montrer que c'est un premier levier à mobiliser en fait pour affiner ses apports organiques en fonction de son sol. Ça peut paraître complètement logique, mais c'est toujours intéressant d'avoir des données factuelles pour alimenter cet argument. Bien sûr, il ne faut pas se limiter à la minéralisation d'azote potentielle de l'horizon de surface. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Ça a permis aussi d'alimenter la non-pertinence de la réflexion basée uniquement sur le taux de matière organique, puisque il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la qualité de ces matières organiques et notamment la réactivité. Et en fait, quand on parle des sables noirs des Landes, par exemple, c'est des sols qui sont très riches en matière organique, mais qui, c'est de la matière organique qui est plutôt stabilisée, pas forcément réactive, et qui en fait, très concrètement, on peut avoir des sols de sable noir à 4 ou 5% de matière organique qui vont potentiellement minéraliser moins d'azote que des sols à 2 ou 3% de matière organique, mais avec de la matière organique réactive. Après, je tenais aussi à préciser que ce sont des observations en laboratoire qui sont extrapolées via ce qu'on appelle des degrés jours, territorialisés, mais qui, selon moi, peuvent présenter leurs limites en système maraîcher bio, notamment parce que la température est très importante par rapport à cette dynamique de minéralisation, que ces études-là, les extrapolations, elles sont faites sur un climat moyen, sur un sol plutôt nu, sur un sol nu, donc c'est très différent d'un sol cultivé. Et je me pose la question de l'impact des pratiques et sur la température, donc l'activité biologique. Et je vous donne quelques exemples. L'irrigation, j'y reviens juste après, mais les serres, ce sont des outils qui réchauffent les sols. Les paillages également, sauf les paillages organiques très épais, où là, c'est l'inverse. Mais voilà, en 2 mots, un paillage plastique noir ou un paillage biodégradable noir, c'est quelque chose qui va réchauffer énormément le sol. Le fait que sur certains itinéraires techniques, on ait des binages qui soient très réguliers, c'est aussi des choses qui peuvent accentuer la minéralisation. Donc aujourd'hui, j'ai une hypothèse qui mérite que d'être nourrie aussi, comme quoi ces données-là, potentiellement, elles peuvent être sous-estimées par rapport à la réalité. Et là, je parle de l'irrigation rapidement aussi, c'est que ce sont des extrapolations en sol pas forcément irrigué, donc avec en gros la baisse de minéralisation en été parce que le sol sèche, sauf que en maraîchage biodiversifié, en été les cultures sont irriguées, donc l'activité biologique tourne plus que sur un sol non irrigué. Donc c'est aussi un élément qui alimente le fait que ces données-là peuvent être potentiellement sous-estimées. Après, il y a la question de la part de la matière organique du sol et de la matière organique du précédent dans ces analyses. Donc nous, on a fait ces analyses en sortie d'hiver. On a fait un postulat qui est peut-être pas correct, de dire que l'impact du précédent n'était pas forcément hyper important. Et après, je voulais préciser aussi que c'est très important de différencier l'azote minéralisé et l'absorption effective par les cultures, puisque un élément nitrate qui est présent dans la solution du sol, ça ne veut pas dire qu'il va être absorbé par les plantes. Il peut évoluer de différentes manières, notamment la réorganisation, le lessivage, ou passer sous d'autres formes azotées. Du coup, on s'est posé la question du comment passer de ces éléments qui sont plutôt issus du laboratoire en conditions optimales, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, au champ. Eh bien, une réponse très simple et beaucoup trop simpliste, en fait, pour représenter la réalité, c'est les tests nitrates qu'on a pu mettre en place dans ce projet de manière assez massive. Ensuite, je voulais vous parler de la fourniture du précédent. Donc, au niveau du précédent cultural, on s'est beaucoup basé sur les données de la production du GAP 44 sur la fertilisation des cultures maraîchères bio, et une approche que j'ai identifié via certains comptes rendus de la SECL que j'ai pu avoir il y a quelques années. Et globalement, on peut avoir des précédents qui peuvent être qualifiés de pauvres, moyens ou riches, ou typiquement, si on parle des précédents uniquement légumes, mais en gros, vous imaginez une culture, un légume, une fois que sa production est terminée, on va souvent c'est broyé et enfoui, déchaumé. Vous prenez une salade où vous exportez quasiment tout et que vous laissez le coller les racines au sol, ça va être un précédent plutôt pauvre.
À l'inverse, si vous prenez un chou paumé où vous ramassez la pomme et le reste reste au champ, eh ben ça peut potentiellement être un précédent riche parce que cette matière organique-là va retourner dans la dynamique du sol et minéraliser. Ce que je constate aussi, c'est que globalement, ce précédent dans la rotation est rarement pris en compte dans les calculs qu'il peut y avoir par rapport aux apports de matière organique, que je attribue essentiellement, peut-être à tort, à la complexité des systèmes maraîchers bio, via les systèmes de rotation qui sont jamais très simples, mais qui est pourtant non négligeable quand on voit les quelques chiffres que je vous présente. Après, je voulais m'attarder sur le cas particulier d'un précédent engrais vert, avec un potentiel donc qui est très important et à préciser. Pour ça, on a mis en place plusieurs campagnes de mesure MERCI. Donc MERCI, ça veut dire c'est une méthode d'estimation de restitution des cultures intermédiaires. C'est un outil qui est disponible sur Internet, qui a été mis en place par la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, il me semble. Voilà, donc c'est un outil, c'est pas un outil du réseau bio, c'est un outil du réseau Chambre, mais qui est en libre accès et qui est vraiment absolument très intéressant. Du coup, on a beaucoup utilisé cet outil. On a fait aussi 3 essais de couverts végétaux sur des sols variés, donc des sables noirs, des sables blancs et sur limon franc. Je vous présente les quelques conclusions très globales qui mériteraient d'aller dans le détail, mais on n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui. Du coup, on a fait 39 mesures sur 2020 et 2021 de mars à mai. Je précise que la validité de l'outil MERCI, elle s'arrête au 30 avril, donc on a pu avoir des caractérisations de couverts qui sont hors de domaine de validité du modèle. Il y a des fois, j'ai fait les pesées le 3 mai. Bon, je considère 30 avril, 3 mai, est-ce qu'il y a une différence? C'est pas sûr. Par contre, j'ai fait certaines pesées au 27 mai. Voilà, là, il y a la vraie question quelle pertinence de ces mesures-là. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a des potentiels de restitution qui peuvent être au-delà des références existantes, avec jusqu'à potentiellement 200, 230 unités d'azote restituées au sol quand l'engrais vert retourne dans la dynamique de minéralisation au niveau du sol. On a aussi vu qu'il y avait une pertinence des semis tardifs, notamment pour les grosses graines, donc pois, févrole, vesse, et semis tardifs, c'est autour de fin octobre, voire début novembre, dans nos contextes, pour avoir 10 tonnes hectares de matière sèche et potentiellement 150-200 unités d'azote via le couvert en mai et ou sans unité en mars. Et là, c'est les cas les plus favorables, entre guillemets. Il y a aussi plein de cas où les couverts végétaux n'atteignent pas du tout ce potentiel-là. C'est vraiment les cas les plus qui permettent d'alimenter cette réflexion de réduire le recours aux engrais organiques du commerce. Et bien sûr, c'était sur les années 2021 et 2022. Et c'est très important de faire le lien au climat de l'année, puisque, encore une fois, la question de la température sur la croissance des végétaux est très importante. Et donc, vous avez un hiver froid, ça va avoir un impact comparé à un hiver chaud, entre guillemets. Voilà, et 2022, ça a été un hiver plutôt chaud, par exemple. Du coup, on a mis en évidence aussi qu'il y avait une forme de pertinence des destructions tardives des couverts hivernants à forte proportion de légumineuses, mais des limites liées au sol, climat, matériel, itinéraire technique, que je vais essayer de détailler tout à l'heure. Du coup, je vais faire un petit focus sur ces essais couverts de plein champ hivernants en 2021 et 2022. L'objectif, c'était d'étudier le comportement des légumineuses en lien avec les pressions liées aux différents sols landais. Donc, c'est des sols qui sont soumis qui peuvent potentiellement être soumis aux engorgements hivernaux. C'est des sols qui peuvent être potentiellement très séchants aussi, notamment les sols très sableux. C'est des sols qui sont plutôt génétiquement acides, soit un peu acides, soit très acides. Bon, après, il y a des pratiques qui permettent de corriger ces acidités et de revenir dans les domaines d'acidité favorables à l'activité biologique et à la croissance des cultures. Et voilà, donc du coup, on avait 2 variables. La première, c'était la variable calendaire avec des semis précoces autour de septembre et des semis tardifs après mi-octobre. Et après, il y avait une deuxième variable qui était autour de la date de destruction, donc une destruction précoce autour de mars, et une destruction tardive plutôt autour de mai. Il y a des cultures qui doivent se mettre en place au mois de mars, donc on peut pas détruire un couvert au mois de mars peut-être que ce serait possible, mais en tout cas, c'est pas une pratique généralisée. C'est-à-dire que sur les implantations quand on détruit le couvert au mois de mars, a priori, c'est pas pour implanter directement dedans. Même si à travers ce projet, en fait, on va montrer que c'est très intéressant de réfléchir à des pratiques qui permettent de réduire au maximum le délai entre destruction et mise en place de la culture.
Après, on a travaillé sur les espèces, donc on a regardé le comportement de févrole, de la vesse, commune d'hiver, du trèfle incarnat, du pois fourragé, et un petit peu triticale seigle sur les graminées. Et voilà, il y a évidemment beaucoup plus d'espèces intéressantes qui sera travaillées, mais on est obligé de faire des choix, et ces espèces-là ont été choisies par rapport à l'historique des pratiques des maraîchers du collectif, combiné à un peu de biblio. Du coup, je vous présente en détail un petit peu les résultats qu'on a pu avoir. Donc sur l'essai sable blanc, qui est un sol a priori avec une fertilité faible, je mets bien toutes les guillemets qu'il faut là-dessus pour apprécier cette fertilité. Mais globalement, on a eu une très forte pression des adventices, des modalités qui étaient très enherbées. On a eu un mauvais développement des semis de grosses graines, donc pois févrole notamment, que j'attribue principalement à un enfouissement qui était plutôt superficiel. Et en fait, en suivant un petit peu l'essai, on a pu constater qu'il y a des graines qui ont germé, mais qui derrière ont séché. Et donc du coup, on périclité, ce qui aurait pu ne pas être le cas s'il y avait eu un enfouissement plus profond. Je reparlerai de cette question d'enfouissement un peu plus tard. Du coup, on n'a pas fait de mesure merci comme c'était prévu dans cet essai parce qu'il n'y avait pas de biomasse en fait, sauf sur sauf sur la vesse et le trèfle. Je vous ai mis quelques photos découvertes à différentes époques de l'année. Donc là, vous voyez qu'on avait deux dates de semis. Globalement, ce qu'on en conclut de cet essai, c'est sur un sol à fertilité plutôt faible, c'est pas forcément le plus adapté de réfléchir aux engrais pour avoir un objectif de biomasse et d'azote. Même si on regarde les performances du couvert de trèfle incarnat, bon ben il y a eu un peu d'enherbement, mais au fond sur une destruction tardive, il y a quand même eu des biomasses qui étaient intéressantes. Et globalement, un autre aspect très intéressant, c'est que si vous regardez sur la vesse, la différence de biomasse qu'il y a pu avoir entre le 15 avril et le 3 mai, donc en 15 jours, ça a doublé en fait, voire plus. Et c'est ce qu'on peut constater sur pas mal de couverts végétaux en fait, c'est que cette question de quelques semaines de croissance de plus en fin de printemps va avoir un impact très important sur la création de biomasse. Et c'est pour ça que la question des destructions tardives elle nous paraît intéressante à étudier en détail. Ensuite, sur l'essai plutôt sable noir, entre guillemets, donc là, c'était un dispositif un peu différent. Il n'y a eu qu'une seule date de semis en fin septembre. On a eu un résultat sur la févrole parce que, d'une part, le semis était trop précoce, c'est-à-dire c'était assez documenté que la févrole est plutôt réservée pour des semis tardifs, justement, mais on a voulu tester quand même. Et globalement, elle s'est attrapé pas mal de difficultés, donc maladies, botrytis ou anthracnose précisément, je suis pas trop capable de le dire. Il y a eu aussi potentiellement une période de gelée précoce, peut-être au moment de la germination. Non, pardon, pas du tout au moment de la germination, je confonds avec un autre essai. Bon, enfin, en gros, une phase de gel qui a pu potentiellement la pénaliser. Ce qui est important à préciser sur le tableau de résultats que je vous présente là, qui a une formulation différente du tableau d'avant, c'est que les mesures de début mars ont été probablement surestimées, parce qu'en fait, ces travaux-là ont été possibles grâce à un apprenti qui a travaillé sur le GI2E à temps partiel, entre guillemets, qui a pu mettre en place cet essai-là. Et j'ai probablement pas assez insisté sur le fait au démarrage qu'il fallait faire très attention à ce que les pesées soient effectuées sur des couverts secs, sans eau dessus. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qu'on a vu aussi, c'est que globalement, il y a les légumineuses seules qui peuvent paraître assez aberrantes pour des bonnes raisons, et j'en parlerai aussi un peu plus tard. Il y a eu plus de biomasse et de potentiel d'azote sur les légumineuses seules par rapport à une légumineuse associée avec du seigle. Et tout ça, il faudrait le tempérer avec des questions de dose de semis et d'équilibre entre l'un et l'autre. En tout cas, globalement, ces valeurs-là, avec toutes les pincettes qu'il faut pour les prendre, laissent sous-entendre un fort potentiel du pois et de la veste en destruction plutôt tardive, si on a un objectif d'avoir un couvert où on cherche à maximiser l'azote, entre guillemets. Voilà, quand donc, du coup le pois fourragé ou la veste à 200 ou 250 unités d'azote arrivé à début mai, au regard des besoins des cultures, c'est quand même très intéressant. Ensuite, pour finir sur cet aspect couverts végétaux, je voulais vous parler d'un autre petit essai qu'on a mis en place sur un sol limoneux, du coup, à fertilité plutôt élevée. Donc là aussi, on a eu qu'une seule période de semis, plutôt à mi-octobre, plutôt tardif. Et du coup, j'ai oublié de dire tout à l'heure que la question des semis précoces et des semis tardifs, c'est qu'en fait, par rapport aux différentes périodes à lesquelles les parcelles peuvent se libérer,
C'est-à-dire qu'à septembre, il y a un certain nombre de cultures qui sont terminées avec un bloc potentiellement libre. Par exemple, les oignons, c'est un très bon exemple, les échalotes. Enfin, vous n'avez jamais un bloc d'échalotes complet, mais certaines lignacées. C'est deux exemples, hein, ou une patate ramassée très tôt, on va dire, une pomme de terre. Et la question du semis tardif, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont récoltées potentiellement plus tard que ça. Encore une fois, ça dépend vraiment des systèmes. C'est question de cycle de production et de chantier de date de récolte. Mais typiquement, les courges, par exemple, elles seront ramassées trop tard pour permettre un emblavement en engrais vert courant septembre. Du coup, cet essai-là a permis aussi de mettre en évidence le lien entre le potentiel de fertilité du sol et le potentiel de biomasse. Du coup, on a vu qu'il y avait un potentiel de fourniture azotée qui était assez conséquent en destruction précoce. Donc là, si vous regardez un petit peu, dès début mars, en fait, sur ces sols-là, on avait des quantités d'azote potentiellement à réinoculer dans le pool du sol via l'activité biologique qui était de l'ordre de 120 unités d'azote sur la veste, 160 sur le poids, ce qui est assez phénoménal. Et ça, c'était en 2022 sur un hiver chaud. Donc ça peut être différent sur une année plus froide ou plus classique. Ce potentiel-là est d'autant plus important que la destruction va arriver tardivement. Si on reste sur la veste et le poids, alors la veste détruite le 27 avril, c'est un peu particulier, je vais en parler après. Par contre, le poids fourragé, voilà, 210 unités d'azote fin avril, ça laisse présager des potentiels intéressants. Et là, je voulais accentuer sur le fait qu'il fallait faire attention au potentiel sous- et surestimation dans ces exemples, avec notamment le cas du 27 avril, c'est-à-dire, j'ai déjà parlé du fait que c'est très important quand on fait ces mesures merci de ne pas avoir d'eau libre sur les couverts. Sauf que dans les faits, concrètement, d'un point de vue opérationnel, dans nos contextes, sur un gros couvert, c'est vraiment pas évident d'avoir le bon créneau où il y aura pas d'eau libre sur ces couverts. Donc j'ai été obligé, entre guillemets, de parfois faire des petits cessages sous serre, par exemple, en faisant des mesures d'azote sur une autre action en parallèle. Et donc typiquement, cette question du 27 avril sur le poids fourragé, eh ben, il y a ce que j'ai pesé après être vigilant à ce qu'il n'y ait plus d'eau libre, mais il restait encore un petit peu d'humidité, donc j'ai appliqué un coefficient arbitraire de 10%. C'est juste une façon de dire que il y a la mesure, c'est un outil, mais c'est pas une valeur absolue à considérer en tant que telle, quoi. C'est juste un ordre de grandeur qui permet d'alimenter une réflexion beaucoup plus globale. Et je m'arrête 2 secondes sur la veste. Mais la veste, typiquement, dans ce schéma-là, c'est la dernière que j'ai fait. J'ai pu constater qu'elle avait sans doute trop séché. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des quantités des résultats en termes de biomasse par rapport à, et également sur les éléments, donc azote notamment, qui sont moins élevés que début mars, parce qu'en fait, ce cessage a fait que la biomasse fraîche est sacrément descendue. Et il y a vraiment un gros enjeu là-dessus, et je serai amené à en reparler. Gros enjeu, je pense. Je fais une toute petite parenthèse sur l'outil Merci. Il a aussi l'avantage de présenter des données sur l'évolution potentielle en stock de matière organique. Là, je vous ai mis quelques valeurs en rouge. Juste typiquement, le triticale févrole a potentiellement 2,8 tonnes de matière organique à rentrer dans les bilans humiques. Si vous avez en tête les valeurs classiques, c'est des potentiels qui sont particulièrement élevés aussi. Je reparlerai un peu plus tard de ces questions des bilans humiques. Pardon. Ensuite, avec ces photos, vous comprenez vite que je voulais aussi parler du matériel et des gestions de ces engrais verts. Donc en fait, là, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir au sein du GIS2E, c'est que globalement, il y a des façons de faire les engrais verts qui peuvent être très variées. Donc il y a une diversité au niveau des méthodes de semis, où globalement, ça correspond à une option parmi les 3 que je vous cite, ou une combinaison de plusieurs méthodes. Donc derrière, souvent, broyage, déchômage. Donc il peut y avoir des semis à la volée, des semis à l'épandeur en engrais, des semis au semoir à céréales. Et des fois, il peut y avoir les deux. Combinaison. Typiquement, une févrole se met à l'épandeur en engrais, et puis un passage de disque en profondeur, et derrière le passage du semoir à céréales. Ou des fois, le mélange directement dans le semoir à céréales. Il y a plein de choses possibles.
Il y a aussi une diversité des méthodes post-semis, donc avec une option, encore une fois, une combinaison de plusieurs méthodes. Parfois, il y a le semis à la volée et rien du tout derrière, aucun passage. C'est assez surprenant. Dans les faits, je l'ai vu et ça donne des très bons résultats quand même sur une petite graine, sous réserve que derrière on ait un climat qui soit humide et une humidité qui soit constante pour pas que les graines se dessèchent avant de pouvoir s'enraciner correctement dans le sol. Mais là, on a eu un seigle Westrefle, par exemple, qui était magnifique sans avoir aucune intervention derrière le semis à la levée. Des fois, il y a des passages de rouleau qui sont pratiqués, des fois des passages de verruculteur, des fois des passages de disque. Il y a plein d'enjeux à avoir en tête sur la question de la profondeur des semis, en fonction de la taille de la graine notamment, la question de la pluie, de l'humidité pour la phase de germination, mais aussi des questions de ressuyage par rapport au fait de pouvoir rentrer dans les terres avec un tracteur et un outil. Globalement, vous êtes sur un sol qui ressuie très lentement, ça va pas être les mêmes dynamiques que sur un sol qui ressuie très très vite. Il y a aussi également une diversité des méthodes de destruction. Donc, au niveau du broyage de l'engrais vert, on peut retrouver des outils tels que gyrobroyeur, des broyeurs à couteau, des broyeurs à marteau. Et au niveau de l'enfouissement, c'est pareil. Il peut y avoir des passages de vibroculteur, de rouleau, des passages de disques, voire des outils animés tels que Rotavator ou Rotobèche, mais plutôt un peu plus tard. Là, je vous synthétise rapidement les éléments qui seraient a priori favorables à des destructions tardives et des délais courts de destruction et d'implantation. C'est pas du tout exhaustif et c'est pas des préconisations, c'est juste une synthèse des observations qu'on a pu faire. C'est que globalement, il y a un potentiel peut-être plus fort sur des sols légers qui minéralisent rapidement ou qui digèrent la matière organique plus rapidement, on va dire. Le fait d'utiliser un broyeur marteau plutôt qu'un gyrobroyeur, ça vous fait un broyage plus fin, donc plus favorable à une dégradation rapide. Le fait d'utiliser des outils animés, il va y avoir une qualité d'enfouissement qui pourrait être a priori plus importante qu'avec des outils non animés. Et derrière, en fonction de la culture qui arrive après, idéalement, il faut que ce soit une plantation qui soit acceptable sur un sol grossier. Donc, il y a l'aspect motte du sol, mais également l'aspect résidu. Dans le sens où une plantation sur un sol avec pas mal de résidus, ça peut être acceptable. Et je veux dire juste après que sur un semis direct, par exemple, où il faut passer le semoir, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et globalement, enfouir une biomasse peu lignifiée, ça permet aussi c'est un facteur probablement favorable à cet élément-là. À l'inverse, des éléments qui seraient plutôt défavorables à la question des destructions tardives et des délais courts entre destruction et implantation de la culture à venir, c'est des sols potentiellement plus lourds. L'utilisation d'un gyrobroyeur plutôt qu'un broyeur à marteau, par exemple, qui fera un broyage moins fin, plus grossier. L'utilisation d'outils non animés, et du coup une culture qui arrive en semi-direct derrière, et la question de la biomasse lignifiée. Et je vous mets une petite photo pour illustrer ça. Donc ça, c'est l'essai engrais vert sur le limon juste après broyage et un passage de disque. Ce que vous voyez au premier plan, c'est seigle Westrefle. Ce que vous voyez à droite, c'est le triticale févrole. Et ce que vous voyez au milieu, c'est les légumineuses pures. Donc voilà, je trouve que cette photo, elle est assez parlante dans le sens, pour illustrer tout ce que je viens de dire avant, dans le sens, il y a un itinéraire technique donné, l'impact sur le sol va être différent, et que globalement, là vous avez sur la destruction de la plateforme avec les légumineuses, il y a beaucoup moins de résidus de culture, et typiquement ça va avoir un impact sur qu'est-ce qui va être implanté derrière. Ensuite, je voulais faire une petite synthèse des observations et des essais donc en contexte particulier. Donc globalement, il y a un lien entre la fertilité du sol et le potentiel de biomasse. Il y a une question à se poser sur la pertinence des mesures de biomasse fraîche avec la problématique d'humidité de ces couverts. Ce que j'ai pas précisé, c'est que moi je suis assez pointueux sur la traçabilité, c'est-à-dire que si à un moment j'ai dû peser un couvert encore légèrement humide, je l'ai noté. Si c'est un couvert que j'ai fait sécher quelque temps, je l'ai aussi noté. Donc voilà, moi je trouve sera très important d'avoir la traçabilité pour pouvoir prendre un peu de recul sur les mesures qu'on peut collecter. Du coup, il y a l'importance aussi de l'enfouissement en lien avec l'humidité et la météo, donc avec les grosses graines qui nécessiteraient plutôt un enfouissement profond, quand les petites graines peuvent tolérer un enfouissement plus léger, sous réserve qu'il y ait de la pluie et de l'humidité en post-semis. Le poids et la vesse ont des très bons potentiels par rapport à l'objectif azote en destruction précoce et une polyvalence relative sur
sur la date de semis, contrairement à la févrole, par exemple. Et j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure que la question des couverts végétaux, elle ne doit pas se réduire aux approches azote. Il y a plein d'avantages des couverts végétaux, mais ça a été la clé d'entrée dans ce projet. Donc la févrole qui a réservé plutôt au semis plutôt tardif, pas très pertinente en sol sableux. Ça c'est pareil, je sais pas si je pense il y aurait pas forcément besoin d'un projet pour le démontrer. Le trèfle est assez peu pertinent sur la maîtrise de l'herbe. Par contre sur l'objectif biomasse et azote, en tardif, on a vraiment constaté qu'il y avait une explosion de la biomasse au printemps de cette espèce-là. Donc il y a une grande variabilité des performances des couverts, un impact très important du climat et des pratiques, notamment l'irrigation, sur le semis. Et il y a toute la question des doses de semis et des mélanges qui mériterait aussi d'être précisée. Je fais une petite parenthèse sur l'irrigation. Quand vous faites du semis précoce, on est sur une période où potentiellement la pluie peut mettre du temps à arriver. Si vous êtes en capacité de lancer des irrigations sur ce couvert, bah ça change tout quoi. Entre en gros un couvert semé précocement avec un manque d'eau, ça va fortement le pénaliser, alors que si vous irriguez, ce sera pas le cas. Mais la question de l'irrigation, c'est aussi un sujet très très important. Et je sais pas si la question de l'autonomie, elle se pose à la fois sur les engrais organiques du commerce, mais sur plein d'autres leviers. Et l'eau en fait probablement partie. Encore plus cette année. Donc on a aussi observé que le triticale était plus précoce que le seigle. Et du coup, on y verrait peut-être un lien avec le cycle du couvert, ou sur un objectif de destruction tardive, il faudrait peut-être privilégier le seigle sur un cycle long plutôt que le triticale. Par rapport à cette question de la biomasse lignifiée qui est pas toujours facile à gérer et qui peut même provoquer des fins d'azote. Ça, c'est un élément. Après, il faut le relativiser dans le sens où il y a des niveaux de précocité qui peuvent être très variables, enfin en fait je sais pas, qui peuvent être peut-être variables entre différentes variétés d'une même espèce, entre le triticale et le seigle. Je peux en parler un peu sur les légumes. C'est hors de mon champ de compétences sur les graminées, donc ça fait partie des questions à se poser également, je pense. Il y a une importance du coup du potentiel de destruction tardive rapproché des mises en culture qui a été mis en évidence de façon théorique, mais aussi pratique. Et pour moi, il faut donc jamais déconnecter les performances d'un couvert selon le contexte, donc le sol, les pratiques et la météo, entre autres. Du coup, il y a sans doute un gros potentiel des couverts pour faire pousser du carbone et de l'azote sur les parcelles. Ça, je pense que oui. Il y a quand même un gros bémol à avoir, c'est quand les rotations le permettent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours la place disponible pour avoir ces réflexions-là sur les fermes. À la fois, c'est un constat à la fois dans les fermes du projet que dans les fermes de notre réseau local. Et là, je fais une toute petite parenthèse sur les questions d'auto-fertilité. Au niveau du carbone et de l'azote via les légumineuses, pourquoi pas. Mais derrière, dans des systèmes où on exporte beaucoup de choses, la question de l'autonomie complète, c'est tout à fait discutable, je pense. Et du coup, on peut se poser la question de la cinétique de minéralisation de ces couverts, avec des leviers de doses et de stades à activer et d'espèces selon les objectifs. Et là, je vous présente un petit graphique qui a été produit par Serail, il me semble, ou le Grab. Enfin, c'est juste pour vous montrer une image, en fait, en quelques secondes. Vous prenez les deux extrêmes. En fait, la courbe globalement, donc la question des jours normalisés tout à l'heure, elle a été abordée rapidement. En deux mots, faut imaginer, avec toutes les pincettes qu'il faut prendre, que à 28 degrés, une année au champ sur le climat moyen de Mont-de-Marsan, c'est 70 degrés jour, donc en abscisse. Tout à l'heure, je vous présentais des schémas similaires à 15 degrés, et là, on est plutôt sur 310 jours à peu près. Avec toutes les réserves que j'ai pu émettre tout à l'heure sur la question de la pertinence de ces données-là. Mais ce schéma, pourquoi je vous le présente? Parce que globalement, c'est pour illustrer le fait que vous prenez la courbe du bas, donc un seigle VS, il nous manque beaucoup d'infos pour pouvoir analyser ça correctement, mais c'est une façon d'illustrer que en fonction des espèces et des variétés, on peut avoir des couverts qui vont provoquer des fins d'azote et donc qui vont pas répondre à l'objectif de réduction des engrais organiques du commerce, mais on peut aussi avoir des couverts qui vont avoir des potentiels de minéralisation plutôt forts et qui seront des leviers activés dans cette démarche globale.
Du coup, ensuite, je vais vous parler du levier de l'adéquation temporelle entre minéralisation et besoin des cultures maraîchères. Donc, il y a des cinétiques de minéralisation qui sont très variables selon les matières organiques utilisables. Et c'est valable pour toutes les matières organiques, hein, à la fois les couverts végétaux ou les engrais organiques du commerce ou les fumiers de ferme ou les composts. Enfin, c'est valable pour toutes les matières organiques. Là-dessus, il y a vraiment beaucoup d'informations plutôt scientifiques issues de laboratoires, je dirais, qui sont des bases de données et des suivis de laboratoires donc qui existent. Et là, je parle comme exemple de la base de données ASOPRO du CTIFL. C'est une base de données qui est gratuite. Il faut se créer un compte, mais c'est accessible et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller consulter parce qu'il y a des petites fiches techniques sur différentes matières organiques et ça permet d'alimenter la réflexion que je suis en train de décrire. De manière très synthétique, je vous présente encore un graphique sur cette question de jour normalisé. Donc c'est la mise en incubation d'un certain nombre d'engrais. L'idée à voir, c'est pareil, vous prenez les extrêmes et la réalité se situe probablement entre les deux. Mais c'est que globalement, en fonction de la matière organique considérée, donc ça c'est un graphique que vous pourrez retrouver sur le site du Comifère assez facilement. Si vous tapez l'auteur, c'était j'ai noté mais, Alain Boutier, je crois. Globalement, c'est pour illustrer le fait qu'en fonction de la matière organique considérée, si vous êtes en bas, vous allez avoir une matière organique qui va immobiliser de l'azote et provoquer potentiellement une fin d'azote. Donc ça, c'est le groupe 1. Et là-dedans, on peut retrouver des matières organiques telles que des composts de déchets verts ou des composts de fumier, mais qui peuvent aussi se retrouver dans la courbe orange, c'est-à-dire que il y aura un bilan équivalent nul à l'échelle d'une année, on va dire. Et l'autre extrême, c'est les matières organiques qui minéralisent très rapidement. Donc la classe 6, c'est-à-dire, vous voyez, la courbe, ça monte très vite, ça minéralise beaucoup au départ, et après, c'est stabilisé. Là-dedans, on va avoir, par exemple, les fientes de volaille, qui sont réputées pour minéraliser très rapidement. Et en fait, toutes les matières organiques, avec ces données-là, on peut avoir une première réflexion qui consiste à les hiérarchiser et pour avoir une sorte de première comparaison en fonction des catégories de matières organiques. Cependant, il y a aussi des limites à ces courbes que j'ai identifiées. En fait, ces courbes-là, elles sont obtenues avec des méthodes particulières avant la mise en incubation. Une de ces méthodes-là, un des process, c'est le broyage de ces matières organiques. Et typiquement, il y a pas mal d'études qui montrent que sur, par exemple, des fumiers de ferme, c'est pas la même chose que de mettre un fumier groseillier au champ que de le mettre broyé à 1 millimètre dans des dispositifs de laboratoire. Qui du coup va impacter la capacité de dégradation de l'activité biologique. Après, l'autre élément important, selon moi, c'est que c'est des mises en incubation qui sont sur des sols de référence. Et quand je gratte un peu la question de l'activité biologique en lien avec des sols donnés, pour moi, c'est un élément qui fait que ça permet d'alimenter une réflexion, mais ça représente pas tout à fait la réalité pour autant. Et du coup, il y a aussi l'impact donc des pratiques spécifiques au maraîchage bio sur les extrapolations en jour normalisé, au même titre que ce qu'on a vu sur les analyses de minéralisation de l'azote en conditions de laboratoire. Donc du coup, on a un panel de données qui permet une hiérarchisation des matières organiques entre elles sur leur vitesse de minéralisation malgré les biais précités, mais qui, selon moi, là c'est une question que j'ai posée, qui nécessiterait validation au champ. Moi aujourd'hui, je suis assez convaincu de cette nécessité de passer par le champ avant de pouvoir développer des pratiques. Il y a un autre élément qu'on a approfondi, c'est comprendre et savoir lire une étiquette d'engrais organique du commerce, dans le sens où c'est une obligation réglementaire sur les EOC d'avoir l'ensemble des composés qui composent ce produit. Et en fait, il y a une règle comme en agroalimentaire qui consiste à dire que le premier qui est affiché, c'est le plus important en quantité, et le dernier, c'est le moins important. Donc ça permet aussi d'hiérarchiser en fonction des engrais organiques et de leur composition, de formuler des hypothèses a priori pour dire tel engrais va minéraliser peut-être plus vite que tel autre. Du coup, tout ça, ça alimente l'idée de la pertinence d'aller au-delà des besoins en azote, phosphore, potasse, avec la question de la cinétique de ces besoins, avec les variations dans le temps en fait des besoins des cultures en fonction si c'est des cultures courtes ou des cultures longues, des cultures peu exigeantes ou très exigeantes. L'idée derrière, c'est d'adapter les types d'engrais aux besoins temporalisés des cultures en considérant les reliquats pré-plantation qui, dans notre réseau, on a mesuré des reliquats avant implantation de l'ordre de 0 à 250 unités d'azote. Et typiquement, l'exemple du 250 unités d'azote sous serre, si derrière vous voulez implanter un légume à cycle court,
et plutôt peu exigeant. Il y a beaucoup de cas qu'on a étudiés qui ont montré en fait que du coup il y avait pas du tout besoin de ramener à nouveau des engrais organiques du commerce pour que la culture qui arrive après pousse correctement. Donc on a mis plein d'essais au champ pour vérifier la pertinence de la démarche. Si je vous décris la démarche globale de ces essais, donc on a d'abord ciblé des cultures où des marges de réduction sont pressenties. On a mobilisé donc les ressources plutôt fondamentales que je viens de décrire, et également des données de terrain, donc à savoir les pratiques historiques des fermes concernées, les analyses de sol qui étaient du coup vraiment des analyses de terrain, et toute une série d'observations diverses en lien avec des historiques. Une fois qu'on avait identifié la culture à travailler, donc on a mis en place plein d'essais assez simples, à deux modalités, parfois un peu plus, avec l'idée c'était de comparer la fertile classique historique entre guillemets et la fertilisation réduite une fois cette démarche appliquée. On a systématisé des reliquats azotés en culture, avant mise en culture, pardon. Ça c'est bien l'approche globale. Dans les faits, il y a certains cas où, pour des raisons organisationnelles, ces reliquats avant mise en culture n'ont pas été faits. Et le cas concret que je vous présenterai tout à l'heure, ça a été le cas. Ensuite, on avait une phase d'évaluation de la satisfaction du programme de fertilisation réduite qui reposait sur deux fonctionnements principaux. Il y en a une première qui consistait en une appréciation visuelle du binôme maraîcher-maraîchère et technicien. Et c'est là où la question de l'expérience des fermes était pour moi assez importante sur la question du jugement de si la culture était satisfaisante ou pas. Mais on rentre dans une dynamique de dire qu'on n'a pas fait des mesures de rendement très précises systématiquement dans tous les essais qu'on a mis en place. Et c'est une des grosses limites de ce projet. La question derrière, c'est que faire des pesées, ça prend du temps. Et voilà, on a plus de choses à faire que de temps dispo. Par contre, il y a quand même quelques cultures, on a été jusqu'à la pesée de récolte, où là, du coup, on a des chiffres et que c'est beaucoup plus objectif et plus précis que des appréciations subjectives. La démarche a été aussi évolutive chaque année, c'est-à-dire qu'en 2020, on a fait des reliquats pré-plantation pour définir l'état initial. On a eu une réflexion sur les principes exposés ci-dessus. Il y a eu des propositions de fertilisation réduite, des mises en place et des suivis en culture qui étaient plutôt légers. En tout cas, pas de suivi d'azote dans le sol, par exemple, et un bilan en fin de culture, donc soit pesé, soit plus dans les discussions. En 2021, on a fait la même chose, mais on s'est intéressé au suivi du nitrate dans le sol, parfois mensuel, pour faire une mise en relation avec les grilles Zénith que j'ai déjà citées, produites par la Sérail, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et en 2022, on a encore développé la question du suivi nitrate dans le sol, où en fait on a mis moins de culture à l'essai, mais avec un suivi plus conséquent. Du coup, en pratique, je vous parle des résultats que je peux pas détailler, mais de manière globale. Donc en 2020, on a suivi 13 cultures comme ça, sur 5 fermes. Donc sur les 13 cultures travaillées, on a réussi à mettre en évidence qu'il y avait, sur une réduction en fait de 20 à 100% des apports azotés, on avait des essais, des résultats intéressants. Ça n'a pas marché à tous les coups quand même, c'est important de le dire. Il y a deux cultures où c'était pas satisfaisant les résultats. On a cherché à trop réduire en fait. On a aussi constaté de manière généralisée qu'il y avait des reliquats qui étaient parfois très très élevés sous serre, notamment au printemps et à l'automne. D'ailleurs, les 250 unités d'azote que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai eu des retours comme quoi des fois ça peut être même encore plus que ça. En 2021, on a suivi 19 cultures, il y en avait 8 avec le suivi d'azote sol mensuel. Donc là c'est pareil, moins 20 à moins 100% des apports azotés avec globalement des bons résultats. Ça n'a pas marché à tous les coups non plus. Les reliquats ont toujours été maintenus, observés, élevés dans certaines conditions. On a aussi vu qu'il y avait des dynamiques d'azote sol qui étaient variables selon les apports et leur dynamique de minéralisation. Et il y a aussi eu une partie des essais qui était non exploitable, notamment parce que ça nécessite une phase de calage qui est pas forcément évidente à structurer. Ou voilà, des fois, si c'est pas la même variété sur l'essai, ça va pas. Des fois, il y a des pratiques d'irrigation qui ont été dissociées pour de bonnes raisons, mais qui sur l'essai va avoir un impact tel que on peut plus l'exploiter. Donc c'est pas grave. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie des écueils des essais en conditions de production, c'est-à-dire que on en met en place 10. On sait très bien que on pourra pas tous les exploiter, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. En 2022, on a fait moins d'essais, mais plus suivis, avec un gros focus sur la tomate. Donc on a 3 essais qui ont été inexploitables pour différentes raisons, notamment la question de la problématique de sécheresse de cette année qui a été très importante. Et il y a aussi un essai où il y avait une très très forte pression nématode qui a limité les capacités d'interprétation
sur la tomate. Ces essais sur la tomate sera discuté plus dans le détail, mais globalement, j'ai l'impression de voir qu'il y a moins d'enjeux sur la question des excès azotés en début de cycle que sur les concombres, aubergines, poivrons, et il manque la courgette là-dedans. Mais par contre, il y a une pertinence de l'intérêt des engrais organiques du commerce à minéralisation progressive plutôt que rapide, puisqu'il y a un constat un peu généralisé qui consiste à dire que la difficulté, c'est faire tenir sur la durée ces apports de matière organique pour qu'ils minéralisent tard, on va dire, alors qu'au contraire, il y a souvent des gros pics de minéralisation en début de culture qui peuvent être potentiellement préjudiciables. Après, je tempère ce propos-là parce que moi, dans le réseau, je vois que la question puceron-tomate, elle est moins problématique que la question puceron, concombre, aubergine, poivron, courgette. Mais d'un autre côté, elle n'est pas à négliger non plus, puisque il y a parfois des problèmes de puceron-tomate et qui souvent, pas systématiquement, on peut y voir un lien avec ce qui se passe dans le sol, notamment par rapport à des excès d'azote. Par contre, le truc très intéressant, enfin un des autres trucs très intéressants, c'est que c'est la deuxième année à montrer que on peut faire 60% à 100% de réduction des engrais organiques du commerce possible sur certaines cultures, notamment les légumes d'automne exigeants, typiquement les choux et les poireaux à cycle court. Cycle court, ça veut dire, on parle pas du poireau qui a un objectif de récolte au mois de mars, qui va avoir besoin de regrossir en sortie d'hiver, début de printemps, on va dire. Là, je parle des poireaux qui, en gros, vont grossir jusqu'à septembre-octobre, on va dire, et qui, du coup, peuvent être ramassés sur l'automne et le début d'hiver. Moyennant, donc, un bel engrais vert détruit tardivement et plutôt riche en légumineuses, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, si je fais la synthèse de tout ça, nous on voit un intérêt à affiner les travaux sur ce sujet pour donc la meilleure adéquation des cinétiques de minéralisation des matières organiques. Et après là-dedans, il y a aussi toute une stratégie globale à avoir qui consiste à certaines cultures, on peut avoir des apports uniques pré-plantation, et il y a d'autres cultures où on peut avoir des réapports d'engrais en culture, notamment avant les binages ou les butages. Bon, ça, il y a pas de solution unique pour moi, il y a différentes façons de faire et différents leviers à activer. On pense qu'il y a un gros intérêt des mesures de nitrate sol à certains moments clés, donc pré-plantation, sous-abri, toute culture, particulièrement pertinent avant les cultures courtes peu exigeantes, et que globalement l'analyse des grilles zénith de la céréale a tendance à montrer qu'il y a peu de cultures qui nécessitent plus de 100 unités hectares ponctuellement dans le sol, parce que derrière il y a des risques de sensibilisation sanitaire et de décivage potentiel quand c'est trop élevé. Donc quand on a une mesure un mois après plantation où il y a 150 unités d'azote ou plus, potentiellement c'est pas toujours nécessaire. En sachant que les 100 unités d'azote hectare dans les grilles de la céréale, c'est vraiment au moment où la culture a les besoins quotidiens entre guillemets les plus importants. Du coup, il y a aussi la capacité importante des couverts végétaux à nourrir le sol et les cultures à venir, donc notamment sur les cultures à cycle court, et là, exigeantes ou pas. Il y a aussi des variables très importantes qui ont été identifiées, mais c'est pareil, je pense qu'il n'y avait pas besoin du projet pour le mettre en évidence, mais en tout cas, ça permet d'alimenter la réflexion concrètement, parce que je sais que c'est des raisonnements qui sont structurés dans d'autres territoires, où il y a probablement un antécédent maraîchage diversifié plus conséquent que chez nous. Et donc là-dedans, il y a la richesse du sol et la richesse du précédent. Et il y a clairement des blocs ou groupes de cultures qui sont plus faciles que d'autres pour tendre vers une réduction du recours aux engrais organiques du commerce. Avec les implantations, notamment d'été, derrière un couvert. Donc là-dedans, il y a les choux, les poireaux, une partie des choux, hein, c'est pas tous les choux, les poireaux, des blocs diversifiés d'automne, entre guillemets, et après tout ce qui est carottes et semi-direct. Je vois un cas particulier parce que souvent, il y a des pratiques de faux semis ou d'occultation en amont. Et je pense que ce serait très intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là, ce qu'on n'a pas particulièrement fait dans les 3 premières années du projet. Du coup, pour illustrer tout ça, je vous prends un exemple très précis, mais qui va permettre de mettre du concret sur tout ce que je viens de dire en avant. J'espère que vous voyez à peu près clairement, sinon je vais vous décrire les choses. Donc ça, le support là, c'est la grille zénith faite par la Sérail sur le port d'automne. Donc encore une fois, c'est un outil qui permet d'alimenter une réflexion globale. Les valeurs et préconisations que vous pouvez trouver là-dedans, pour moi, il ne faut pas les appliquer comme ça sans avoir l'approche globale.
En tout cas, pour alimenter, donc c'était un essai qu'on a fait sur poireaux, sur un sable argilo-limoneux qui était à niveau de fertilité intermédiaire, je dirais. On avait la pratique classique qui était d'apporter 150 unités d'azote hectare sur du poireau, ce qui n'est pas du tout déconnant par rapport aux besoins de la culture. Où globalement, il y avait un apport d'une centaine d'unités juste avant plantation. Au premier butage, 50 unités de plus. Et éventuellement, c'était prévu peut-être 50 unités de plus au deuxième butage un peu plus tard. Bon, finalement, ça n'a pas été fait pour différentes raisons. La modalité réduite, on a regardé comment ça se passait quand on faisait l'impasse de ces 100 unités d'azote au départ. Et la réflexion qui nous a permis de penser que c'était pertinent avant de le valider au champ, c'est la démarche que je viens de vous décrire. Et ce qui est important à savoir ici, c'est qu'en précédent, du coup, il y avait un engrais vert donc semé le mi-octobre, qui a été détruit début mai à base de seigle Westrefle, et que la caractérisation merci sur cet outil-là donnait 100 unités d'azote. Donc voilà, la fourniture du sol plus la minéralisation de l'engrais vert nous laissait penser que ce serait largement suffisant pour nourrir la culture au démarrage, enfin nourrir l'activité biologique puis la culture. Du coup, je vous ai représenté, en fait, en bleu, il y a les taux de nitrate en unité hectare mesurés sur la modalité réduite, et en noir sur la modalité classique. Ce qu'il faut voir sur ces colonnes de couleurs là de la Serail, c'est que en gros, vous êtes au-dessus, la culture a priori ce qu'il faut en termes d'azote pour être bien nourrie. Si vous êtes en dessous, potentiellement, ça peut être limitant pour avoir une belle production. Juste ce que vous pouvez voir là-dedans, c'est que sur la modalité réduite, où on s'est limité à 50 unités d'azote en fait en apport, on a une dynamique de nitrate dans le sol qui est pas complètement toujours au-dessus de ce qu'il faudrait en théorie, mais qui est quand même pas hyper loin. Et au champ, c'est pas une culture qu'on a pesée au niveau des récoltes, mais visuellement, en tout cas, on était d'accord avec les maraîchers qui ont mis en place cet essai-là, de dire qu'il n'y avait pas de différence visuelle marquante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu potentiellement un peu de perte de rendement. Ça, on peut pas le quantifier. Et c'est une des grosses limites du projet, je le rappelle. Je me permets un dernier commentaire pour illustrer la question de la cinétique de minéralisation des engrais organiques du commerce. Là, le réapport au premier butage, ils ont travaillé avec du 7,6,8, qui a une composition et des matières premières données. Le projet initial, c'était de travailler avec du 10,4,0 qui, a priori, quand on regarde sa composition, aurait minéralisé plus vite. Et si on s'intéresse à l'itinéraire technique apport réduit, en fait, vous voyez qu'à un moment là, arrivé au 17 août, c'est un petit peu limite et ça aurait gagné à être un peu au-dessus. Et après, c'est un peu limite aussi. Peut-être que si on était resté sur ce qu'on avait imaginé au départ avec un engrais qui minéralise rapidement, ça aurait tout à fait décalé ça et qu'on aurait été un peu plus élevé au niveau du 17 août et un peu plus bas plus tard. Bon, après, pour des questions, voilà, il y a ce qu'on imagine, ce qu'on projette de mettre en place et la réalité en saison. Là, la réalité, c'était tout simplement que l'engrais vous voulez avoir un peu de 10,4,0, ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Bon, on fait avec ce qui était présent sur la ferme et 7,6,8, c'était potentiellement adapté. Et ce que j'aurais dû dire dès le début, c'est que si vous regardez du coup les points de l'itinéraire des apports classiques, on voit qu'on est dans des domaines de concentration en nitrate dans le sol qui sont a priori pas nécessaires par rapport aux besoins de la culture. Et a priori, faut vraiment mettre toutes les pincettes nécessaires. Mais voilà, c'est vraiment un exemple précis qui illustre ça. Il est 14h30, je vais déborder de 10 minutes pour finir. Je voulais vous parler de la transférabilité. Donc du coup, vous l'aurez compris, moi j'ai beaucoup de difficultés à faire des généralisations, et parce que je sais aussi qu'on travaille avec beaucoup d'imprécisions en fait, mais qui permettent d'alimenter une réflexion globale. Au global, il y a une efficacité qui a été mise en place, de la démarche qui a été mise en valeur localement, mais il faut se poser la question du coût, c'est-à-dire que si c'est un technicien qui fait ça via un projet ou les maraîchers qui mettent en place ces mesures-là, c'est pas tout à fait la même dynamique. Je fais une toute petite parenthèse où on s'est amusé avec une des fermes à calculer ça, c'est-à-dire, allez, en 1 heure, tu fais 4 reliquats. On a fait un calcul de coin de table, mais qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire à l'automne, par exemple, sous serre, ou au printemps, plutôt à l'automne avant une culture courte, si sur ces 4 reliquats-là,
vous constatez qu'il y a encore beaucoup d'azote dans le sol et qu'on peut faire des impasses, économiquement, c'est viable par rapport au temps passé. Si par contre, sur ces 4 mesures-là, il y en a aucune où vous pouvez vous permettre une réduction, c'est pas du temps perdu parce que ça alimente le truc, mais il n'y a pas de gain économique direct, entre guillemets. Voilà, c'est une anecdote pour illustrer ce raisonnement. Du coup, c'est une démarche que je considère quand même appliquée et qui donne du résultat ponctuel sur les cultures suivies dans le projet, qui est en partie intégrée et appliquée plus largement dans la réflexion à l'échelle des fermes du J2E, c'est-à-dire que chaque année on définit, ok, on va travailler sur 1, 2, 3 cultures cette année, mais c'est une démarche qui est aussi appropriée et qui est mise en place sur d'autres cultures. Et du coup, moi, je suis toujours très content quand, a posteriori, tel maraîcher ou maraîchère me dit tiens, j'ai essayé ça sur telle culture, c'était pas prévu mais ça a donné des résultats intéressants. Moi je trouve super parce que c'est-à-dire la démarche est en phase d'appropriation et de mise en place. Ensuite, moi j'en parle aussi au sein d'autres actions que je peux avoir au niveau des accompagnements collectifs et individuels. Et du coup, ces notions-là sont parfois appropriées et mises en pratique par des fermes de notre réseau qui sont hors des G2E, avec du résultat aussi, qui n'est pas systématique, mais parfois il y a des bons résultats. Donc moi, je considère aujourd'hui qu'il y a un transfert qui est pour partie réussi sur le territoire, mais c'est là où je vous pose une question où j'ai pas la réponse parce que j'ai pas du tout de vision globale à l'échelle des territoires, je veux dire. Donc du coup, quel potentiel d'inspiration, duplication, application dans d'autres contextes et territoires? Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui sont déjà largement et massivement appliquées et auquel cas on est très en retard et je demande qu'à à discuter avec des personnes qui travaillent dans ces contextes. Est-ce que ça vous, et si c'est pas déjà le cas, est-ce que ça vous semble duplicable ou pas du tout duplicable dans vos contextes que je ne connais pas du tout. Je voulais aussi vous parler des limites. Donc sur les suivis nitrates sol, donc d'abord la nutrition ne peut pas se réduire aux effets azote. Ensuite, il y a des questions de représentativité des échantillons et de la présence des bouchons dans les mesures qu'on fait. Bon, ça c'est pareil. Moi, je me suis défini une façon de faire que j'ai tracée et pour moi, tant qu'on identifie les biais et qu'on les trace, on peut faire du lien dans l'interprétation des données qu'on mesure derrière. Il y a des cultures, sur les cultures binées butées aussi, j'ai un peu buté justement sur la question du où est-ce qu'on fait les prélèvements, sur la butte, entre les buttes, dans les passe-pieds. Bon, c'est pareil, je me suis défini une méthode et j'ai travaillé comme ça et ça donne du résultat quand même. On a fait des suivis que sur 0, 25, 30 uniquement. Donc évidemment, il y a un certain nombre de cultures qui sont capables de s'enraciner plus profondément que ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une vision exhaustive de ce qui se passe réellement. Il y a aussi un coefficient qui est appliqué pour transformer, on mesure des ppm parties par million de nitrates. Il y a des coefficients qui sont utilisés pour transformer en unités d'azote à hectare. Ces coefficients-là, ils dépendent de la densité apparente. On a des coefficients, en gros, donc les sols sont souvent très, on va dire pas à capacité au champ, mais un petit peu en dessous, donc constamment humides entre guillemets sur les cultures irriguées, mais ce qui est la plupart du cas. Du coup, j'ai pris un coefficient globalement sur les sols sableux de 1,2 et sur les sols sablo-limoneux de 1,3 et sur les sols limoneux de 1,4 parce que ça correspond au petit tableau qui va avec le nitrate check, mais je sais très bien que ce coefficient introduit des biais par rapport aux mesures. Donc c'est encore un détail qui alimente le fait de dire qu'on travaille sur des ordres de grandeur et non pas des chiffres dans l'absolu. J'ai aussi eu des échos comme quoi, je suis pas capable de le sourcer précisément, mais j'ai eu plusieurs échos comme quoi il n'y a pas de lien direct a priori entre les nitrates sol et les nitrates plantes. On travaille uniquement sur les nitrates malgré la complexité du cycle de l'azote. Et il y a aussi une grosse question de la prise en compte ou non des apports azotés des amendements, entre guillemets. Ou pour moi, la question de l'amendement, c'est l'objectif, c'est nourrir le sol, mais il y a une définition réglementaire qui existe. Sauf que dans ma vision actuelle des choses, c'est pas aussi tranché que ça en agriculture bio. Ensuite, au niveau des couverts végétaux, tout ce que je vous ai présenté, donc il y a un effet année qui est évident. Il y a le domaine de validité de Merci que j'ai déjà précisé. Il y a la question des pesées de biomasse fraîche et de l'humidité des couverts qui est très importante. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse aussi il y a la question de l'humidité visible sur le couvert, mais après, en physiologie végétale, il faut imaginer une cellule végétale, c'est une paroi rigide avec une membrane à l'intérieur, et en fonction
du statut hydrique de la plante, on va dire, cette membrane elle est capable, en gros, d'aller se coller aux parois extérieures si elle est saturée d'eau, ou elle est capable aussi de se réduire un petit peu, entre guillemets. Et donc ça, c'est une notion de turgescence ou plasmolyse, je crois. Mais c'est juste une façon de dire que, pour moi, cette question de quand l'outil immersif fait une transformation entre une biomasse fraîche et une biomasse sèche, et ben ça va avoir, ça me semble logique que ça ait un impact important. Et j'ai une proposition à faire pour pallier ce problème. Du coup, on avait aussi l'impact de la méthode d'enfouissement sur le résultat des essais et l'intérêt des couverts plutôt tardifs, mais pas que, et les places dans les rotations, du coup, en fonction du matériel et des sols. Où là, d'ailleurs, vous avez un exemple en bas à droite d'une destruction tardive et d'une mise en culture avec un délai, si je me trompe pas, très court, de l'ordre de 15 jours ou 3 semaines, pas plus que ça. Donc c'est très court par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. Ensuite, les limites liées aux analyses de sol et des matières organiques, donc ça j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas dessus. Pour l'instant, on se limite à une approche par culture, ce qui est pas satisfaisant en tant que tel. Il y a une subjectivité des résultats en culture pour certaines cultures étudiées. La question des bilans humiques, on en discute, ils sont mentionnés, mais on les a pas encore travaillés à détail pour différentes raisons. Et la raison principale, c'est que on a des données, je vous ai parlé des analyses labo minéralisation de l'azote, on a aussi fait la même chose sur la minéralisation du carbone, sur le fractionnement de la matière organique. Aujourd'hui, je pense que sur un projet à un pas de temps de 3 ans, c'est pas un pas de temps qui est suffisant pour travailler ces questions-là. Par contre, on sait que le projet va continuer. Il y a peut-être du potentiel pour aller un petit peu plus loin dans cette question-là, je veux dire. Après, suite à cette présentation, peut-être que vous allez identifier des raccourcis et des postulats qui sont bancals, qui vont affecter la pertinence de la démarche conceptualisée. J'insiste sur le conceptualiser parce que la difficulté, c'est on manipule. Il y a des choses sensibles qu'on observe, qu'on mesure, et il y a aussi plein de concepts qu'on manipule qui sont pas observables en tant que tels. Et ça, c'est vraiment une difficulté intellectuelle, je trouve. Et donc, dans tous les cas, on travaille, c'est un travail global sur les ordres de grandeur et les tendances, avec une approche annuelle qui mériterait une approche intégrative. Mais c'est déjà une démarche qui est qui est complexe, et que quand on s'intéresse derrière aux arrière-effets fumures, ça complexifie encore. Il y a d'autres réseaux et structures qui travaillent ces questions-là, et c'est très bien, mais c'est pas forcément la vocation du projet à court terme. Je termine par les perspectives de prolongation. Donc peut-être ce serait intéressant de mettre en place des suivis sur les horizons plus profonds, faire des suivis azotés sur les plantes. Moi, je pense que c'est pas forcément une priorité. Travailler sur les cultures diverses qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, ce serait très très intéressant sous abri. Les couverts végétaux, donc maintenir les campagnes de mesure en place, avancer et structurer sur les facteurs impactant la faisabilité d'une destruction tardive et rapprocher des implantations. Pourquoi? Parce que globalement, l'outil Merci va nous dire que un couvert végétal jeune ou à base de légumineuses, la dynamique de minéralisation, elle va être plutôt rapide, et que du coup, si vous avez une destruction et ensuite une implantation 2 mois plus tard sur un sol lessivant, par exemple, potentiellement il peut y avoir des pertes par lessivage, ce qui est potentiellement un peu dommage. Il faudrait travailler sur les matières sèches directement, et c'est là où il faudrait passer par un laboratoire ou éventuellement avoir une étude en propre, ce qui a un coût et ce qui aujourd'hui n'est pas prévu, pas un moyen de le financer. Il y a la question de la pertinence des légumineuses. Et là, je vois venir le truc du oui, mais l'effet culture intermédiaire, piège à nitrate, SIPAN, à ne pas négliger, oui, mais donc les meilleurs SIPAN, selon mes connaissances actuelles, c'est les crucifères. Sauf que les crucifères sont un des facteurs limitants dans les rotations dans ces systèmes-là, dans le sens où il y a beaucoup de crucifères qui sont cultivés sur différents créneaux, donc c'est souvent l'aspect limitant du retour de crucifères par rapport au délai de rotation. Donc voilà, les crucifères, on n'y travaille pas particulièrement pour ces raisons-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. La question des légumineuses et de la fixation symbiotique via les nodosités et les reliquats de fin de culture. En fait, moi, j'ai aussi pu tomber sur des comptes rendus d'essais qui, en fait, la nodosité, elle a un coût énergétique pour la plante, entre guillemets. Et donc, du coup, imaginez que vous avez une fin de culture avec des forts reliquats et du coup un potentiel de lessivage important à l'automne avant l'implantation du couvert ou en début du couvert. Si on met une légumineuse, on pourrait penser que ce risque lessivage n'est pas à pallier. D'un autre côté, j'ai trouvé des comptes rendus d'essais qui tendent à montrer que les légumineuses en situation de sol avec
pas mal de nitrates, vont être capables d'absorber les nitrates plutôt que de faire de la nodosité, entre guillemets. Et ça, il y a des variations potentiellement fortes entre espèces de légumineuses, et ça pourrait être un sujet à creuser. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que là, on parle, dans ces systèmes-là, les légumineuses sont a priori hyper pertinentes, parce que contrairement aux crucifères qui reviennent très souvent, les légumineuses cultivées, sorties des haricots verts et de la fève, parfois quelques pois, on n'est pas sur des surfaces aussi conséquentes que les crucifères, mais il y a des systèmes de culture où les légumineuses sont des aspects limitants dans les rotations, et donc dans ces cas-là, les couverts à base de légumineuses sont tout à fait discutables et sans doute beaucoup moins intéressants que dans les systèmes qu'on s'intéresse ici. Donc après, une approche globale à l'échelle de la ferme et des rotations, travailler les bilans humiques en détail sur 6 ans, étudier en détail le comportement des matières organiques locales. Et après, il y a vraiment une question sur la méthodologie et l'organisation, c'est-à-dire il y aurait des arbitrages à faire entre nombreux essais peu suivis, ce qu'on a globalement fait ici, ou peu d'essais beaucoup plus suivis, ce qui peut s'envisager aussi. Je me pose aussi la question de la pertinence de cet échelon un peu scientifique, entre guillemets, dans ces approches, et le rôle des conseillers techniques, c'est-à-dire est-ce que l'approche n'est pas un peu trop fondamentale, entre guillemets. Mais vu les résultats concrets qu'on obtient, ça me semble pertinent. Peut-être vous avez d'autres suggestions à faire et elles seront bienvenues. Et pour faire une toute petite ouverture avant de finir, je suis désolé, je déborde un peu, mais c'est un problème récurrent chez moi. Ce projet-là a permis de mettre le doigt sur l'importance des sujets liés à l'acidité, aux apports calcaires, et en parallèle, des fois reliés, des fois non, avec la question fondamentale de l'irrigation. Il y a des enjeux aussi autour des couverts végétaux et des semences fermières et des approvisionnements locaux, du coup, qui peuvent se structurer avec des producteurs plutôt en grande culture. Et après, il y a plein d'autres thématiques d'intérêt sur le sujet évoqué, mais qu'on n'a pas abordé, que je pensais important de citer, c'est l'implantation des cultures dans les couverts roulés, couchés, et le non-travail du sol. Pareil, il y a plein de structures qui travaillent, et c'est très intéressant. Des travaux sur les fumiers de ferme, les effluents d'élevage, la variabilité de ces produits-là, et leur comportement au champ, et éventuellement une articulation avec des ateliers élevage présents sur certaines fermes maraîchères, qui ont un petit atelier élevage en complément. Plein d'enjeux aussi autour de l'économie circulaire et de la valorisation des matières organiques locales, autour des biodéchets, fumier de chevaux, déchets verts, parce que si je parle vite fait des biodéchets, il y a un contexte réglementaire qui évolue. Il y a des projets en réflexion pour valoriser ces biodéchets en agriculture. Ça peut faire partie des leviers pour réduire le recours aux engrais organiques du commerce. Et je m'attarde un tout petit peu sur la qualité des matières organiques compostées, en lien avec les matières premières et les process de compostage, dans le sens où, pareil, dans ma vision actuelle, qui est peut-être pas bonne, j'en sais rien, mais pour moi, j'ai eu beaucoup d'informations comme quoi il y a des très bons composts et des composts beaucoup moins bons qui peuvent potentiellement accentuer certaines problématiques sanitaires, notamment. Après, je vois aussi un très très gros intérêt à dupliquer cette démarche sur les systèmes en maraîchage sur sol vivant avec des apports massifs plutôt de matière végétale en non-travail du sol. Il y a la question de la tenue sur la durée des apports organiques que j'ai abordé sur les cultures longues. Un des leviers à activer, c'est la fertirrigation avec des produits UAB, utilisables en bio. Aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité des fermes du collectif, même si certains y réfléchissent. Mais voilà, c'est un levier que nous, on n'étudie pas, mais qui est probablement à fort potentiel et qui est déjà appliqué dans certains contextes, si j'ai bien compris. Donc l'approche pluriannuelle et les arrière-effets fumures. L'impact sur le carbone dans toute la diversité, avec donc les bilans humiques, mais aussi liés aux consommations énergétiques des différents itinéraires techniques qu'on peut avoir. J'ai parlé beaucoup d'outils animés, ou voilà, après, question de consommation de GNR, consommation vitesse de chantier aussi, tout ça, on s'y est pas du tout intéressé, mais ça mériterait de le faire. Et après, pareil sur la question de l'eau, donc l'impact des flux hydriques sur les couverts. C'est assez facile d'imaginer et de trouver des études sur le fait que vous laissez un couvert au champ tardif, donc forcément, il va y avoir de l'évapotranspiration et ça va potentiellement vider le sol, assécher le sol, pardon, dans des contextes où il pleut pas beaucoup. Sauf que dans les faits, quand on voit ces couverts-là en pratique, et c'est à faire du lien avec ce que je vous ai parlé sur la question de l'humidité résiduelle qui est compliquée à gérer, moi je me pose vraiment la question de cet aspect conservation de l'humidité du couvert, voire potentiellement de la condensation et donc de la restitution au sol de ces couverts en climat, ce que j'appelle humide, il faut mettre toutes les pincettes, mais en tout cas dans les Landes, voilà, on a une pluviométrie, une humidité de l'air qui est plus importante que dans d'autres territoires, et c'est sans doute plus vrai encore plus au sud, côté Pyrénées. Donc voilà, ça fait partie des questions.
Et pour terminer, je voulais aussi parler des aspects changement climatique, donc en lien avec ces questions carbone et eau, et sur les aspects aléas climatiques, qu'on maîtrise pas, mais qu'on doit faire avec, et les questions du coup de diversité et d'autonomie des systèmes par rapport à la résilience de ces systèmes par rapport aux aléas climatiques. Et je fais une toute petite parenthèse sur la question des catastrophes, des calamités agricoles en lien avec ces aléas climatiques. Aujourd'hui, à mon niveau de compréhension, les dispositifs existants ne permettent malheureusement pas d'avoir des niveaux d'indemnisation satisfaisants pour les systèmes qui sont sur des commercialisations à haute valeur ajoutée. Donc pour finir, c'est une conclusion provisoire qui ne mérite qu'à être amendée au même titre que tout le projet. Donc c'est une démarche qui porte ses fruits, ses légumes, pardon, plutôt localement. Après, se pose la question de dans quelle mesure. Il y a un panel de connaissances et d'outils à disposition qui a développé qui me semble très conséquent, mais assez peu extrapolable, applicable directement dans les spécificités pédoclimatiques et du maraîchage biodiversifié. Moi, je vois un grand intérêt des mesures et de suivi terrain pour progresser sur ces sujets-là, en apportant des résultats localement. Après, il y a une question de priorisation. Voilà, c'est pas moi qui décide de la répartition de ce que j'ai à faire. C'est des décisions collectives. Un réseau d'expérimentation. Et aussi, je voulais mettre en valeur le fait que finalement, on a, à travers ce projet, structuré malgré nous, entre guillemets, un réseau d'expérimentation paysanne et de recherche-action. C'est une démarche que moi, je suis assez sensible à ces démarches-là. Mais il y a des projets en parallèle dans d'autres territoires. Typiquement, je cite le projet Mimabio, qui s'intéresse aux micro-fermes maraîchères en PACA, qui a mis en place un réseau d'expérimentation paysanne, et je trouve que c'est hyper intéressant et que ça mérite duplication. Du coup, tout ça, c'est pour contribuer à alimenter par le terrain la pertinence des démarches du type analyse, mesure, traçabilité, suivi en situation de production, potentiellement duplicables en situation comparable, puisque je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais en tout cas, moi, je raisonne beaucoup par intuition et analogie pour derrière faire du conseil, entre guillemets. Et présentant donc des niveaux de précision et incertitude non négligeables, où la formalisation adaptée dans les contextes très variés me semble très compliquée. Et du coup, se pose la question de quelle orientation, évolution prioritaire sur les nombreuses pistes que j'ai mentionnées pour une pertinence adéquate selon les objectifs. Et donc, comme je l'ai dit, ça va être quelque chose qui va être discuté en interne au sein du collectif, mais c'est là où si vous avez, votre vision et vos retours nous intéressent. Voilà. Et sur ce, merci pour votre attention